La lourde clé en laiton était glaciale, dans la paume de Lucas, alors qu'il se tenait devant l'imposante porte en chêne au bout du couloir. Le manoir était silencieux, trop silencieux. Il retint son souffle en tournant la poignée. Un instant, il hésita. Derrière cette porte se trouvait la vérité qu'il n'avait pas demandée, et un secret qui pouvait tout anéantir. 7 jours. C'est tout ce qu'il avait fallu. Une semaine plus tôt, la vie de Lucas Moreau ne tenait qu'à un fil. À 24 ans, il était noyé sous les frais de scolarité, les factures médicales et les gardes de nuit qui couvraient à peine le loyer. Les traitements contre le cancer de sa mère avaient englouti jusqu'au dernier centime. Sa jeune sœur, Léa, venait de commencer l'université sans se douter que leur famille était au bord de l'effondrement. Puis, sortie de nulle part, une offre inexplicable était arrivée, venant d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Éléonore de Valois avait 71 ans. Elle était élégante, distante et d'une précision troublante. Elle ne voulait pas d'amour. Elle voulait un mari, juste un nom sur un papier. En retour, elle effacerait toutes ses dettes et assurerait l'avenir de sa famille. C'était une main tendue, mais hérissée de piquant. Il a dit oui. Maintenant, 7 jours après cette cérémonie discrète à la mairie, Lucas se tenait dans l'ombre du domaine, remettant tout en question. Voici l'histoire de la façon dont il a tout affronté et découvert quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Mais à l'époque, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les journées de Lucas Moreau commençaient avant le lever du soleil et se terminaient bien après minuit. Entre les cours de droit, les services à la librairie du campus et les livraisons de repas sur son vieux vélo, il avait à peine le temps de respirer. Pourtant, chaque vendredi soir, il pédalait 2 heures jusqu'à la périphérie de la ville pour s'asseoir au chevet de sa mère à l'hôpital. Marthe Moreau avait passé sa vie à nettoyer des bureaux et des salles de classe, faisant tourner le monde pour les autres en silence. Maintenant affaiblie par la chimiothérapie, elle était devenue le centre fragile du monde de Lucas. Il lui apportait de la tisane à la camomille et prétendait que tout était sous contrôle. Il ne pouvait pas lui dire qu'ils avaient 3 mois de loyer de retard, que le paiement des frais de scolarité de Léa avait été rejeté, qu'il sautait des repas pour payer ses médicaments. Un après-midi pluvieux, Lucas reçut un appel qui n'avait aucun sens. « Monsieur Moreau », dit la femme d'une voix douce, presque récitée. « Mon nom est Éléonore de Valois. J'aimerais vous parler en privé. Cela concerne votre situation financière. » Il resta figé dans le couloir de la bibliothèque, le sac à dos toujours sur une épaule. « Pardon, qui êtes-vous exactement ? » « Je suis quelqu'un qui peut aider. Retrouvez-moi au Grand Café de l'Opéra à 18 heures. Ne soyez pas en retard. » La communication fut coupée avant qu'il ne puisse répondre. Lucas faillit ne pas y aller. Toute l'affaire semblait bizarre. Mais le désespoir peut ressembler beaucoup au courage quand on n'a plus d'options. À 6 heures précises, il entra dans le café chic, l'eau dégoulinant de son sweat à capuche. Assise près de la fenêtre, se trouvait une femme dans une robe fourreau bleu marine, ses cheveux argentés soigneusement attachés, son regard direct et impénétrable. « Vous êtes venu, dit-elle. J'ai failli ne pas venir. » Éléonore de Valois lui désigna le siège en face d'elle. « Je serai brève. Vous êtes brillant. Vous êtes fauché. Et vous avez besoin de quelqu'un pour réécrire votre avenir. Je peux le faire, mais j'exige quelque chose en retour. » Lucas fronça les sourcils. « Que voulez-vous exactement ?»« Un mari. » Il cligna des yeux. « Pardon ?» Elle le répéta. Calme. Certaine. Il ne s'agit pas d'affection. C'est une transaction. Vous m'épousez et je fais disparaître vos fardeaux. Entièrement. Le choix vous appartient. Lucas se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. C'est de la folie. Vraiment, répliqua-t-elle en sirotant son thé. Où est-ce votre seule issue? Cette nuit-là, Lucas était assis à côté de sa mère, la regardant dormir. Ses mains tremblaient, son esprit s'emballait. C'est là, dans ce silence, que tout a commencé à s'effondrer. La nuit qui suivit la proposition, Lucas ne dormit pas. Il resta assis à la table de la cuisine, fixant la lumière vacillante au-dessus de lui, tandis que les factures s'entassaient autour de ses coudes, comme des accusations silencieuses. Sa mère avait une autre série de traitements de prévus.
Sa sœur risquait d'être renvoyée de l'université dans quelques semaines. Et la voix de cette femme étrange et posée résonnait dans sa tête. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de survie. Le lendemain matin, il retourna au café. Éléonore de Valois était déjà assise, lisant la section financière du journal, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. « Je le fais », dit-il. Elle ne leva pas les yeux. « Bien, les papiers sont en cours de préparation. » Une semaine plus tard, Lucas se retrouva dans une mairie où il n'était entré que pour des observations de cours, debout à côté d'une femme de près de 5 décennies, son aînée. Pas d'amis, pas de famille. Juste un notaire et son avocat comme témoin. Il portait un costume gris qu'elle lui avait envoyé. Elle portait des perles et le silence. Lorsque l'officier d'état civil les déclara mari et femme, elle se tourna vers lui et lui offrit un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, monsieur Moreau. » Le domaine de Valois semblait tout droit sorti d'un roman. De hautes haies, des grilles en fer forgé, des lions de pierre gardant l'entrée, le genre d'endroit qui ne se contentait pas de suggérer la richesse, il l'annonçait. Un chauffeur le déposa à l'entrée principale. En sortant avec son unique valise, il contempla l'imposante façade du bâtiment et se sentit comme s'il était entré dans le rêve de quelqu'un d'autre. Éléonore l'accueillit dans le hall d'entrée. Pas d'étreinte, pas de chaleur, juste une main tendue et ce même regard distant. « Je suis certaine que votre chambre sera satisfaisante. Le dîner est à 7 heures. » Une gouvernante le conduisit par un escalier en colimaçon jusqu'à une suite qui aurait pu engloutir tout son appartement 2 fois. Meubles anciens, fenêtres du sol au plafond, salle de bain en marbre. Mais c'était froid, stérile, intact, comme un musée que personne ne visitait plus. Au dîner, ils s'assirent aux extrémités opposées d'une longue table polie. Un chef qu'il ne vit jamais prépara un repas de 5 plats. Le personnel se déplaçait comme des ombres, efficaces, invisibles. « Vous dînez toujours seul comme ça ?» demanda Lucas, brisant le silence. Éléonore tamponna ses lèvres avec une serviette en tissu. « Avant, oui, maintenant j'ai de la compagnie. »« Vous ne parlez pas beaucoup, vous non plus. » Il baissa les yeux sur son assiette, le cœur lourd. « Ça ne ressemble pas à un mariage. » Elle ne leva pas les yeux. « C'est parce que ce n'en est pas un. » Après le dîner, Lucas erra dans les couloirs, passant ses doigts le long des murs froids en bois et devant des portraits de personnes qu'il ne reconnaissait pas. Dehors, un orage se préparait, mais à l'intérieur, c'était plus silencieux que n'importe quel endroit où il avait jamais été. Et il croyait toujours, d'une manière ou d'une autre, qu'il pouvait arranger ça, que ce sacrifice les sauverait tous. Il n'avait aucune idée à quel point il se trompait. La 4e nuit au domaine de Valois, Lucas ne parvenait pas à dormir. Pas à cause du bruit, il n'y en avait pas. Le silence pesait comme un brouillard, épais et suffocant. Le manoir était trop grand, trop calme, et chaque porte fermée ressemblait à un mur qu'il n'avait pas le droit de toucher. Il commença à remarquer des choses. Le personnel évitait son regard. Les conversations cessaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Une fois, en passant devant la cuisine, il entendit 2 femmes de chambre murmurer « Pourquoi lui ? Elle ne fait jamais rien sans raison. » Ils finissent toujours par le découvrir. Il fit comme s'il n'avait rien entendu. Au dîner, Éléonore restait digne, parfaite, chaque geste calculé. Mais Lucas ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle l'observait même lorsque son regard était ailleurs. « Parlez-moi de votre mari », demanda-t-il un soir, essayant de percer le mur. Son couteau s'arrêta en pleine coupe. « Il était ambitieux », dit-elle froidement. « Trop confiant, et il en est mort. Comment ? Une crise cardiaque, après que quelqu'un ait détruit tout ce que nous avions construit. » Sa voix était plate, mais ses yeux, il y avait quelque chose qui brûlait là. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait dehors, Lucas se retrouva dans la bibliothèque du manoir, arpentant l'espace entre les fauteuils en cuir et les hautes étagères. Sur le bureau se trouvait un carnet relié en cuir, un stylo-plume et une petite clé en laiton. Elle était ornée, presque antique. Elle semblait déplacée. Il hésita, puis la glissa dans sa poche. Le lendemain, pendant la réunion d'Éléonore avec son conseiller financier, Lucas retourna dans le couloir où il n'était pas censé être. Il trouva la porte.
celle avec la poignée ternie et la peinture légèrement écaillée. La clé glissa avec un léger déclic. À l'intérieur, l'air était immobile, intact. C'était une pièce préservée, des photos sur la commode, de la poussière sur les livres, une faible odeur d'eau de Cologne ancienne. Sur le bureau, des papiers étaient empilés, en une pile soignée. Les mains de Lucas tremblaient en les ramassant. Des contrats légaux, de vieux documents judiciaires, des lettres. Et là, au milieu de tout ça, le nom de son père. Son père avait été impliqué dans une affaire immobilière louche avec le défunt mari d'Éléonore. Le nom de famille de Lucas, Moreau, figurait sur l'avis de résiliation, le procès, la trahison. Les documents peignaient une histoire de fraude, de faillite, d'effondrement. Une lettre attira son attention. « Vous nous avez ruinés. Mon mari est mort en croyant à vos mensonges. Je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais. » Et en dessous, une note datée de quelques mois seulement. Il a un fils, Lucas Moreau, brillant, naïf, vulnérable. Il fera l'affaire. Le cœur de Lucas faillit s'arrêter. Sur le coin du bureau se trouvait un certificat de mariage, son nom et celui d'Éléonore, daté de 2 semaines avant même qu'il ne la rencontre. Ce n'était pas une offre spontanée, c'était un piège. Derrière lui, le plancher craqua. « Vous vous amusez ?» vint la voix d'Éléonore depuis l'embrasure de la porte. Lucas se figea, les documents à la main. « Vous avez tout planifié. » Elle entra lentement, des ombres s'étirant derrière elle. « Vous vouliez sauver votre famille. Je voulais terminer ce que votre père avait commencé. Ce n'est pas la justice, dit-il, la voix brisée. C'est de la manipulation. Elle ne s'y a pas. Vous croyez que la justice est propre, que la douleur disparaît si on l'ignore? Vous étiez un moyen pour une fin, rien de plus. » Sa gorge se serra. « Vous m'avez utilisé. » Éléonore le fixa longuement. Son visage s'adoucit, à peine. « Et vous, Lucas, auriez tourné le dos à la facture d'hôpital de votre mère, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez signé. Moi aussi. » Elle se retourna et s'éloigna, ses talons résonnant dans le couloir. Cette nuit-là, Lucas s'assit sur le sol de sa chambre, la clé toujours dans sa poche, la vérité lui brûlant maintenant la poitrine. Il avait épousé une étrangère pour survivre. Et maintenant, il faisait partie d'une vengeance qu'il n'avait jamais demandé à hériter. Pour la première fois de sa vie, il se sentit complètement, totalement seul. Et vous êtes-vous déjà senti piégé par des choix que vous n'avez même pas faits, portant les erreurs de quelqu'un d'autre comme si elles étaient les vôtres? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, dire votre vérité est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul. Nous essayons tous simplement de trouver notre chemin à travers le silence. Le manoir semblait plus lourd maintenant. Chaque couloir que Lucas parcourait semblait résonner de choses non dites. Il évitait Éléonore, mais sa présence persistait dans les coins comme un parfum qui ne voulait pas s'estomper. Il ne toucha plus aux documents. Il n'en avait pas besoin. La vérité était déjà en lui. Un matin, après une nuit de peu de sommeil, Lucas retourna dans la bibliothèque. Il était tôt, trop tôt pour le personnel ou les stratégies. La lumière extérieure était douce, du genre qui donne aux vieilles choses un air presque chaleureux. Il remarqua un journal relié en cuir à moitié caché sous une pile de dossiers sur une table d'appoint. La curiosité, ou quelque chose de plus profond, l'attira vers lui. C'était l'écriture d'Éléonore, soignée, élégante, précise. Les entrées n'étaient pas remplies d'amertume comme il s'y attendait. Elles étaient fatiguées, blessées. Elle écrivait sur la perte de son mari, non pas en chiffres ou en procès, mais en matins solitaires, en anniversaires oubliés, en chaises qui ne servaient plus jamais. « J'ai bâti un empire », avait-elle écrit, mais il n'a pas pu maintenir son cœur en un seul morceau. Lucas lut pendant des heures, page après page, et quelque part entre le deuil aigu et la rage voilée, il la vit, elle, non pas la femme qui l'avait piégée, mais la jeune fille qui avait autrefois aimé quelqu'un qui n'était jamais rentré à la maison. Il referma le journal avec des doigts tremblants. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était de la douleur, une vieille douleur pourrissante, enveloppée de contrôle et de contrat. Plus tard dans la journée, en sirotant un thé qu'il ne voulait pas dans la véranda qu'il n'utilisait jamais, il murmura à voix haute
Ce n'est pas un monstre, elle est juste coincée, et lui aussi. Il ne pouvait pas changer le passé. Mais peut-être, juste peut-être, il n'avait pas à le laisser définir qui il devenait à l'intérieur de cette maison. Il ne savait pas encore quoi faire. Il ne savait pas si quoi que ce soit pouvait être défait. Mais pour la première fois, il voulait essayer. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avant le lever du soleil. Il ne vérifia pas son téléphone. Il n'ouvrit pas les rideaux. Au lieu de cela, il s'assit sur le bord du lit immense et écouta. Le bourdonnement des murs, les pas lointains du personnel préparant le petit déjeuner, le doux murmure des oiseaux au-delà des balcons en pierre. Quelque chose avait changé en lui. Pas la paix, pas encore, mais l'immobilité. Il commença petit. Dans la cuisine, il remercia la chef, par son nom. Il les apprit tous, Clara, Luis, Debra. Il aida à porter la vaisselle quand personne ne regardait. Il proposa de réparer une charnière d'armoire cassée dans l'office, même s'il ne savait pas vraiment comment faire. Le personnel commença à le regarder différemment, moins comme un fantôme. Il appela son ami de la fac de droit, Adrien, sous prétexte de prendre des nouvelles. Autour d'un café, dans un établissement tranquille du campus, Lucas se pencha et murmura, hypothétiquement, si quelqu'un signait un accord légal sous la contrainte ou sur la base de fausses déclarations, serait-il valable? Les yeux d'Adrien se plissèrent. Ça dépend des détails. Mais si tu peux prouver la coercition, la tromperie ou l'absence de consentement éclairé, ouais, ça pourrait être annulé. Lucas hocha lentement la tête, enregistrant chaque mot. De retour au domaine, il commença à chercher plus. Il attendait les moments où Éléonore sortait, fouillant dans ses dossiers, non pas pour l'exposer, pas encore, mais pour comprendre. Dans un tiroir, caché derrière des documents immobiliers, il trouva une lettre, non signée, non envoyée. Je voulais qu'il ressente ce que nous avons ressenti, vivre avec rien, mais je ne m'attendais pas à voir les yeux de son fils et à me souvenir de ce à quoi ressemblait l'amour. Il fixa les mots. L'amour, était-ce ce qu'elle voyait, ou le regret? Les jours devinrent plus calmes, pas plus vides, juste moins tendus. Éléonore était devenue plus réservée. Elle ne demandait plus où Lucas avait été, ou ce qu'il faisait. Elle observait de loin comme quelqu'un qui n'est pas sûr de faire confiance à une blessure en cours de guérison. Mais à l'intérieur de Lucas, une tempête se préparait. Et si l'affronter détruisait tout? Et si l'exposer signifiait perdre les fragiles pas qu'ils avaient tous deux faits vers quelque chose qui ressemblait à la rédemption? Un soir, assis seul dans la bibliothèque, Lucas regarda à nouveau le certificat de mariage. Cela semblait toujours surréaliste, une signature faite dans le désespoir, un vœu jamais prononcé du cœur. Et pourtant, il ne la détestait plus. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'elle avait fait. Il se souvint de la voix de sa mère avant le mariage. « Tu ne dois pas ton silence au monde, Lucas, tu te dois la vérité. » Le silence était-il de la gentillesse ou de la capitulation? Il prit le téléphone et appela à nouveau Adrien. « J'ai besoin d'aide, dit-il. Pas pour détruire quelqu'un, juste pour mettre fin à tout ça de la bonne manière. » Adrien accepta de venir ce week-end. Le lendemain matin, Lucas reçut une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, des copies de documents. Virements bancaires, sociétés écrans, contrats de partenariat falsifiés, tous liés à Éléonore, tous récents. Quelles que soient les limites qu'elle prétendait avoir tracées, elle les franchissait toujours. Lucas regarda par la fenêtre, les poings serrés. Malgré tout son chagrin, toutes ses pertes, elle jouait toujours avec la vie des gens. Il ne pouvait pas guérir sa douleur, mais il pouvait l'empêcher de la transmettre. Puis le téléphone sonna. Il ne reconnut pas le numéro. Il décrocha. « Monsieur Moreau ?» demanda une voix basse. « Vous devriez faire attention à qui vous faites confiance. Éléonore n'aime pas qu'on fouine trop. » L'appel se termina. Lucas resta immobile, le cœur battant la chamade. Donc, il ne s'agissait plus seulement du passé, il s'agissait de ce qu'elle faisait en ce moment même. Le vent s'était levé dehors, faisant bruire les arbres autour du domaine de Valois comme des esprits agités. Lucas se tenait dans le salon, le dossier à la main plus lourd que n'importe quel manuel qu'il ait jamais porté.
À l'intérieur, des preuves de fraude, de sociétés écrans, de contrats manipulés, les agissements récents d'Éléonore, pas seulement des échos de son passé. Adrien attendait à proximité, prêt à emmener les documents aux autorités, si nécessaire. Éléonore entra, gracieuse comme toujours, vêtue de gris pâle. Elle haussa un sourcil. « Vous avez été bien occupé », dit-elle froidement. Lucas prit une grande inspiration. « Il faut qu'on parle. » Elle ne s'assit pas. Elle croisa les bras à la place, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. « Je sais ce que vous avez fait », dit Lucas doucement. « Pas seulement à moi, à d'autres, aux entreprises que vous reconstruisez discrètement. Tout est là-dedans. » Les yeux d'Éléonore se posèrent sur le dossier, mais elle ne s'en approcha pas. « Et qu'avez-vous l'intention de faire avec ça, exactement ?»« Je n'ai pas encore décidé, » répondit-il, « mais je sais ce que je ne vais pas faire, continuer à prétendre que ce mariage n'était qu'une transaction. »« Vous n'étiez jamais censé le découvrir, » dit-elle. « Ce n'était pas personnel. » Il s'avança. « C'est devenu personnel au moment où vous avez utilisé la douleur de ma famille pour nourrir la vôtre. » Sa voix s'aiguisa. « Votre père nous a ruinés. Il a tout écrasé. J'ai perdu mon mari, mon entreprise, mon nom. Et vous pensez que je suis la méchante ? Je pense, dit Lucas, la voix maintenant stable, que la vengeance n'arrête pas la douleur. Elle ne fait que la transmettre. Vous n'êtes pas la seule à avoir perdu quelqu'un. » Éléonore détourna le regard. Le silence entre eux s'étira, long et mince. « Je vous ai épousé pour régler une dette qu'il a laissée derrière lui, » murmura-t-elle. « Pour que quelqu'un porte enfin le poids. »« Je l'ai fait, » dit Lucas. « Mais ça s'arrête ici. » Il lui tendit le dossier. « Vous pouvez vous rendre, partir. Utilisez ce qu'il vous reste d'influence pour réparer ce que vous avez brisé. Je ne suis pas ici pour vous détruire, Éléonore. Je ne veux juste pas devenir comme vous. » Elle fixa les papiers pendant un long moment. « Vous parlez comme Harold, » dit-elle finalement. Quand il croyait encore que les gens pouvaient changer, Lucas la regarda vraiment. « Il est encore temps, » dit-il. Les épaules d'Éléonore s'affaissèrent, son souffle se coupa. « Vous savez qu'ils viendront me chercher de toute façon. » Il hocha la tête. « Alors, ne les laissez pas trouver un monstre. Laissez-les trouver une femme qui s'est souvenue de qui elle était. » Elle ne parla plus. Cette nuit-là, Lucas fit ses valises. Aucun garde ne l'arrêta. Aucune parole ne fut échangée. Il sortit par les mêmes grandes portes par lesquelles il était entré, sa valise à la main. L'air extérieur était vif et clair. Au bout de l'allée, il se retourna une fois. Le manoir se tenait immobile, les lumières tamisées, les ombres plus longues qu'auparavant. La porte en chêne, celle qui cachait la vérité, était maintenant grande ouverte, et pour la première fois depuis des semaines, Lucas sourit. Il n'avait pas seulement renoncé à un marché, il avait récupéré son nom. Des semaines plus tard, Lucas retourna au domaine de Valois, cette fois, non pas en tant que résident, mais en tant que son nouveau propriétaire légal. Éléonore s'était rendue le lendemain de son départ. Pas de presse, pas de drame, juste une reddition silencieuse, comme si elle avait enfin cessé de fuir elle-même. Dans son dernier acte de lucidité, elle céda la propriété à Lucas, accompagnée d'une lettre. Il l'ouvrit seul, assis sous l'une des hautes fenêtres de la grande bibliothèque. Cet endroit a été construit sur l'orgueil, la peur et le chagrin. J'ai essayé d'en faire un monument à mon mari, mais il n'est devenu qu'une cage. Vous avez fait ce que je n'ai jamais pu faire. Lâchez prise. Cette maison n'appartient plus à un héritage de perte. Faites-en quelque chose de mieux. Eux devaient. Lucas ne passa plus jamais une autre nuit dans ce manoir. Il vendit le domaine, discrètement et rapidement. Les profits effacèrent toute trace de la dette de sa famille. Sa mère pouvait enfin se concentrer sur sa guérison. Léa obtiendrait son diplôme sans le poids des factures, poursuivant son diplôme. Mais il ne s'arrêta pas là. Avec ce qui restait, Lucas créa un fonds d'aide juridique. Il le nomma l'initiative Harold de Valois, un geste non pas de culpabilité, mais de compréhension. C'était une façon de transformer les dégâts en direction. Lors de la cérémonie d'inauguration, il se tint devant une petite foule et dit simplement « Il ne s'agit pas de réécrire le passé, il s'agit de refuser de le répéter. » Les applaudissements furent doux.
Mais le silence qui suivit, cela signifiait plus, parce que Lucas avait appris quelque chose de bien plus profond que le droit. Parfois, la justice ne consiste pas en une punition. Parfois, elle consiste à briser le cycle que vous n'étiez jamais censé porter. Peut-être l'avez-vous ressenti aussi, ce poids des choix de quelqu'un d'autre pesant lourdement sur vos épaules. Peut-être, comme Lucas, avez-vous été blâmé pour un passé que vous n'avez pas écrit et avez quand même dû vivre avec ses conséquences. Mais si cette histoire nous a appris quelque chose, c'est que nous décidons de ce que nous portons et de ce qui se termine avec nous. Avez-vous déjà brisé un cycle ou pardonné à quelqu'un que personne ne pensait mériter? Racontez votre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir. Si ce voyage vous a ému, laissez un like. Et si vous croyez que nous pouvons construire quelque chose de mieux à partir des ruines dont nous héritons, envisagez de vous abonner. Nous avons encore tant d'histoires à raconter sur les secondes chances, le courage silencieux et le genre de force que personne ne voit venir. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir libre.